Alors, Jonathan vous a présenté... Tous les trois, nous ne nous sommes pas entendus avant pour nos présentations, mais vous allez voir, en fait, je trouve que ça converge bien et ça se met bien en perspective. Donc, Jonathan vous a présenté le background pédopsychiatrique sous-jacent à la question des recommandations. Francis vous a présenté, je trouve avec beaucoup de profondeur et de recul, quelles étaient les idées derrière les recommandations et comment elles doivent être construites en pratique. Et ce qu'il a présenté relève quand même d'un consensus international. Dans la plupart des pays, dans la plupart des sociétés savantes, on fait des recommandations comme ça. Et donc, du coup, il nous appartient, nous avons légitimité pour être un peu originaux, mais on doit aussi tenir compte d'un cadre international au niveau de ce que sont les recommandations. Et donc, je vais essayer de faire la part des choses en ce moment, de vous présenter donc notre méthodologie de recommandations. Alors, là aussi, je déclare mes conflits d'intérêts. Pour essayer d'être neutre, j'ai demandé à ChatGPT de faire une présentation PowerPoint de ces recommandations. Néanmoins, je me suis autorisé à mettre quand même une slide d'introduction. Enfin, là, je pense que c'est la troisième, où je vais, moi, présenter le background et essayer de critiquer l'état des lieux, des recommandations, et expliquer pourquoi, méthodologiquement, nous devons adapter ce qui se fait au contexte de la pédopsychiatrie. Alors d'abord, pourquoi, on l'a déjà dit, c'est la responsabilité d'une société savante. Voilà, nous devons produire des repères cliniques, on doit soutenir la qualité et la lisibilité des pratiques, et Jonathan l'a complètement dit au début, et puis assumer une parole scientifique. Alors, scientifique, ça ne veut pas dire que les sciences de la nature, ça veut dire aussi sciences humaines et sociales, puisque ce sont les sciences qui sous-tendent la pratique du soin pédopsychiatrique au sens large. Et puis, bien sûr, je pense que ça a été dit, ça a été rappelé, il faut que ça soit compatible avec les exigences du terrain. Et ça, c'est une réalité que l'on voit. Alors, peut-être moins, je dirais, en cancérologie ou en cardiologie, où l'organisation du système de soins en cancérologie, par exemple, où il y a des centres hospitaliers spécialisés qui sont financés avec des enveloppes dédiées pour les soins innovants, la liste en sus, etc. Donc, ils ont des modalités de financement pour les chimiothérapies qui sont ultra coûteuses, qui sont financées par cette maison, par des enveloppes spéciales. Et donc, eux ont la possibilité de répondre de façon directe à des recommandations qui sont proposées. Ça n'est pas notre cas. Et là, vraiment, et encore une fois, Jonathan et Francis l'ont dit, vraiment, ce dont on souffre, je pense en premier lieu avec les recommandations, c'est qu'elles relèvent le plus souvent d'injonctions paradoxales. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'idéal, il faudrait faire comme ça, et c'est ce que dit la science. Le problème, c'est qu'on est à 2 ordres de grandeur de ce que dit la science, factuellement. Et là aussi, il faut se promener dans les autres pays et se rendre compte qu'en fait, ailleurs, c'est pas mieux. Ils sont confrontés exactement à la même chose. Et les recommandations du NICE, alors que les Grands-Bretons sont des gens sérieux et pragmatiques, en fait, le système de soins pédopsychiatriques britannique n'est pas foncièrement meilleur que le nôtre. Et donc, ils ont absolument les mêmes difficultés. Et donc, vraiment, nous avons à la CFEADA une ambition de pragmatisme. C'est-à-dire, si on fait des recommandations, c'est pour que ça puisse être applicable et que concrètement, ça fasse avancer le soin, et pas le contraire. Et donc, être modeste mais utilisable, c'est vraiment la base. Alors, ça, c'est ma slide à moi. Premier point, des recommandations, oui. Alors, ben oui, je pense qu'il est nécessaire d'encadrer les pratiques de soins. Encadrer, alors d'abord, ça se passe avec la formation. Voilà. La formation des psychologues, des orthophonistes, des psychomotriciens, des pédopsychiatres, eh bien, ça participe à l'encadrement des soins, et c'est même la base de l'encadrement des soins. Et là, je dois rappeler ici que la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et des disciplines associées s'investit à fond dans la formation, en particulier la formation continue, et que c'est la base de ce qui doit ressembler à des recommandations. Alors après, c'est ce que je disais, la formation doit être le centre. Alors, là aussi, il faut prendre du recul sur ce qui fait preuve. Puisqu'en fait, on va recommander ce que la science
étaye ce que la science prouve. Mais c'est de quelle science parle-t-on? Et là, il y a des travaux d'histoire de la médecine et de l'évaluation qui sont proposés, notamment le livre de Harry Marks sur The Progress of Experiment, qui dit que en médecine, la preuve repose sur deux jambes. La première qui vient du 19e siècle, qui est Claude Bernard, la biologie, c'est-à-dire qu'en fait, un malade a une maladie qui correspond à un dysfonctionnement d'organes. Il faut comprendre la cause de ce dysfonctionnement d'organes pour traiter la cause, et à ce moment-là, on guérira la maladie et le patient sera soigné. C'est dit explicitement dans la médecine expérimentale, et ça fonctionne à merveille avec la tuberculose, la syphilis, les vaccins, et donc on est avec Pasteur, les antibiotiques, etc., qui sont une révolution de la médecine entre le XVIIIe siècle et le XXe siècle, et cette révolution a conduit à cristalliser ce paradigme, le paradigme de le malade, la maladie, la cause, le traitement. Mais en fait, à partir du milieu du XXe siècle, il y a une tension à propos de ça, c'est qu'en réalité, dans beaucoup de maladies, trouver la cause, c'est difficile, et quand on la trouve, ça ne sert à rien pour soigner le patient. C'est par exemple le cas d'un infarctus du myocarde ou d'un cancer du poumon qui est lié au tabagisme. Une fois qu'on sait que c'est lié au tabagisme, ça n'a aucun intérêt pour poser un stent ou pour faire une thoracotomie et enlever une tumeur. Et d'ailleurs même, on dit souvent, vous savez, dans la définition d'une maladie, c'est un syndrome avec une étiologie. Le plus souvent, il n'y a pas d'étiologie dans les maladies. La leucémie aiguë lymphoblastique, il n'a pas d'étiologie, et pourtant c'est une maladie. Et donc on est obligé, là, pour nous c'est intéressant, dans des dictionnaires médicaux, on est obligé de rajouter un codicile. Une maladie, c'est un syndrome avec une étiologie ou une lésion identifiée. Et donc, bien sûr, en psychiatrie et en pédopsychiatrie, la lésion identifiée pose problème. Et de là, notre éternel débat sur est-ce que nos troubles sont des troubles, des maladies, des syndromes, etc. Et donc, à partir du milieu du XXe siècle, on dit, mais il n'y a pas que la biologie, il faut aussi la statistique. Et donc, Francis, dans sa présentation, a présenté les niveaux de preuve avec les essais randomisés, les études épidémiologiques qui relèvent de la statistique et pas de la biologie. Mais pour avoir été à la commission de transparence à la HAS pendant 6 ans, il y a bien longtemps, en fait, la biologie infiltre tout quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on évalue un médicament, certes, on évalue avec des essais randomisés qui sont faits par des firmes pharmaceutiques, mais quand il n'y a pas de mécanisme d'action proposé par l'industriel, alors quand même le niveau de preuve baisse. Ça n'est pas dit explicitement, mais c'est la réalité. Et donc on a vraiment une place historique de la biologique et de la statistique dans ce qui fait preuve en médecine. Alors le problème, c'est qu'en pédopsychiatrie, il y a une tension entre ces deux jambes qui sont la biologie et la statistique. Pourquoi? Parce que la biologie a ses limites en médecine et en pédopsychiatrie, elle les a. Et donc vous savez qu'avec les travaux de Thomas Sinsel, enfin, le livre qu'il a écrit il y a quelques années de ça, disant qu'après 20 ans de neurosciences, certes, on a trouvé beaucoup de choses, mais que ça n'a pas fait avancer le soin psychiatrique en général et pédopsychiatrique en particulier. C'est juste une réalité. Dans votre pratique de soins tous les jours, les travaux des neurosciences et de la neurobiologie ont un intérêt, mais un intérêt limité par rapport aux attentes. Du fait en particulier de l'interaction avec l'environnement. Et le deuxième point, alors, c'est le recours à la statistique en pédopsychiatrie. Et ça, c'est là aussi, c'est quelque chose sur lequel nous devons beaucoup travailler, parce qu'en fait, c'est au cœur des recommandations de la HAS et même internationale, vous savez, avec ces grades où il y a des méthodologies qui suggèrent le fait que le niveau de preuve est meilleur quand ils sont utilisés. Et là, il faut savoir qu'en fait, figurez-vous, on n'a jamais prouvé que les niveaux de preuve avaient une validité scientifique. Ça a été un choix. Ça a été en 1962, au Sénat américain, l'amendement Kefauver versus Harris, où, à cette époque, l'efficacité des médicaments était étayée uniquement par leur succès commercial. Mais c'était vrai dans tous les pays du monde. L'évaluation du médicament consistait à évaluer leur sécurité. Les scandales de santé publique viennent toujours de la sécurité des médicaments, jamais de leur manque d'efficacité. Il n'y a qu'à voir à l'homéopathie, etc., contre laquelle je n'ai rien, mais enfin... Et donc,
Et c'est donc en 1962, aux États-Unis, que les sénateurs disent ça ne peut pas durer, le succès commercial, certes, c'est pas inintéressant, mais il faut autre chose. Et ce sont des experts qui ont dit ben, il faut faire des essais randomisés. Donc c'est un avis d'experts qui fait que l'essai randomisé prend place dans l'évaluation du médicament, mais ça a marché. Et c'est parce que ça a marché, mais ça a marché, on le sent que ça a marché en cancérologie, en cardiologie, dans le VIH. Le succès des trithérapies, des bithérapies vient en grande partie de l'utilisation des essais randomisés et qui a fait que l'essai randomisé a été sacralisé et qu'il est à un niveau de preuve le plus élevé. Alors, pourquoi ça ne serait pas le cas en pédopsychiatrie, après tout, puisque ça marche dans les autres disciplines? Eh bien, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, un essai randomisé évalue une efficacité moyenne. Et la question que pose le clinicien tous les jours, c'est est-ce que l'efficacité sur mon patient que j'ai en face de moi va correspondre à l'efficacité moyenne qui est prouvée dans les études. Et ce passage du moyen au singulier est étayé par deux postulats. Le premier postulat, c'est que l'effet thérapeute est petit devant l'effet médicament et que l'effet patient est petit devant l'effet maladie. Si vous prenez une méningite à méningocoque, que vous soyez un homme, une femme, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc., en fait, ce qui compte, c'est la méningite à méningocoque. C'est ça qui risque de vous tuer, et pas les caractéristiques du patient. De la même façon, vous allez prescrire une antibiothérapie par voie veineuse et une hospitalisation en réanimation. Une fois que vous avez fait la prescription, que vous soyez un médecin femme, homme, vieux, jeune, en secteur 2, en secteur 1, hospitalier, en libéral, l'efficacité de la prise en charge va être la même. Donc il y a l'effet thérapeute est faible devant l'effet prescription, l'effet patient est faible devant l'effet maladie, donc du coup les résultats de l'essai randomisé s'appliquent aux patients singuliers. Parce qu'il ne reste plus qu'une résiduelle, c'est-à-dire un aléa thérapeutique. Et l'aléa thérapeutique, c'est un aléa, on n'y peut rien. Mais bien sûr, vous me voyez venir en chirurgie, avec les psychothérapies, l'effet thérapeute est grand devant l'effet de la technique spécifique et l'effet patient est grand devant l'effet maladie. Et donc, du coup, le recours à l'essai randomisé est beaucoup moins performant qu'avec les médicaments. Et c'est exactement le cas en chirurgie. Je l'avais dit dans cette même salle il y a quelques mois. Récemment, il y a une méta-analyse des interventions chirurgicales sur les sciatiques persistantes. Eh bien, il y a eu une méta-analyse de 15 essais randomisés qui conclut par le fait qu'on ne sait toujours pas s'il vaut mieux opérer que de ne pas opérer. Pourquoi ? Parce que ça dépend qui opère. Ça dépend si le patient a un IMC à 40 ou à 20, etc., s'il est sportif, s'il n'est pas sportif, et donc, en fait, ça dépend. Et donc, dans un grand nombre de situations en pédopsychiatrie, eh ben, ça dépend. Ça dépend, vous avez un tableau clinique, et alors je marque, ben oui, quel malade, quelle maladie, quel contexte social. Ben oui, est-ce que le malade se résume à sa maladie? Alors en médecine, jamais, mais encore une fois, avec une méningite à méningocoque, ben, on est obligé de dire oui, il faut agir vite. On n'a pas le temps de discuter, et donc oui, en première approximation, la maladie résume le malade, bien entendu, et la prescription résume le soin, bien entendu. Et comme c'est emblématique pour la pratique médicale, eh bien, en fait, ça structure toute l'organisation des soins. Alors que, revenons sur les recommandations de l'autisme. En fait, pourquoi fait-on des recommandations de l'autisme? Est-ce que quand on propose un soin à un patient dont on dit qu'il est autiste, est-ce que finalement, c'est l'autisme qui caractérise ce qu'il est? Alors, ça a l'air romantique, ce que je dis, hein, mais en fait, un papier a été publié dans le Lancet Psychiatrie en janvier 2026 par des collègues brésiliens, par McGorry, qui est la star australienne de l'entrée dans la psychose, par Sachar Saxena, qui est le professeur qui a la chaire de Global Health à Harvard. Et le Lancet Psychiatrie, c'est pas n'importe quoi. Et leur proposition, c'est de dire nous devons organiser le système de soins plus par maladie, mais par sévérité des troubles.
Il y a des gradients de sévérité des troubles, et nous devons empêcher que le patient passe d'une sévérité basse à une sévérité haute. Et le deuxième facteur qui doit organiser le système de soins, c'est le contexte socio-économique de la famille. Et une fois qu'on a dit ça à l'intérieur, alors on va s'occuper du diagnostic. Et donc du coup, c'est une évidence, entre un patient autiste profond, sans langage, avec des automutilations, et un adolescent de 13 ans qui vient vous dire « je suis TSA parce que j'ai des problèmes sur les réseaux sociaux », on n'est pas du tout sur la même galaxie. Et comment imaginer des recommandations qui pourraient être pertinentes dans les deux cas? Et puis bien entendu, quand vous avez un patient autiste dans une famille où tout va bien, et quand vous avez un patient autiste comme j'ai vu à la Fondation Vallée, excusez-moi de prononcer le mot, où en fait on a une mère célibataire avec 4 enfants dont 2 qui sont autistes profonds, comment voulez-vous penser que le soin soit le même dans les deux situations? En fait, ça n'a absolument rien à voir. Or, alors là c'est très étrange, et dans le fond je n'ai rien contre les recommandations de l'autisme, de la HAS, on pourrait en parler à l'infini, mais le niveau socio-économique de la famille n'apparaît jamais. Jamais. C'est là qu'on voit effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, qu'il y a une imprégnation idéologique de ce que sont les recommandations et de ce que sont le soin. Alors en plus, la pédopsychiatrie, c'est un soin systémique, ça a été dit, ce sont des équipes. Il y a des soins qui sont prodigués par des psychologues, par des orthophonistes, par des psychomotriciens, par des éducateurs, par des infirmiers, etc. Mais oui, mais alors... ces recommandations, elles sont faites dans une épistémologie médicale. Le niveau de preuve, il est fait pour des soins médicaux. Quelle est la légitimité d'imposer une épistémologie médicale, une méthodologie pertinente dans le contexte médical à des spécialités de soins qui n'en relèvent pas? Enfin, c'est une question qui mérite d'être posée. Alors peut-être que oui, peut-être qu'on peut évaluer un soin en orthophonie par des éducateurs avec des essais randomisés, peut-être, très bien, mais enfin ça peut se discuter, et quelque part ça ressemble un peu à une forme de colonialisme épistémologique. Il y a une profession dominante qui impose sa façon de faire les choses à d'autres professions. Alors en tout cas, je pense que la question mérite d'être posée quand on est une société savante, ouverte aux disciplines associées. Ça mérite d'être discuté et d'être présenté en toute transparence dans les travaux que l'on fait. Alors, maintenant, je vais accélérer pour présenter les slides de ChatGPT. Alors, les principes directeurs, formuler la question, ça a été dit tout à l'heure, c'est comme en recherche biomédicale, la question, c'est la base. Quelles sont les meilleures données disponibles, avec une prise en compte explicite de l'expérience clinique, parce que l'expérience clinique est une forme de données. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des méthodes statistiques bayésiennes qui intègrent l'expérience clinique dans les essais randomisés, et ça a pignon sur rue. Alors, attention constante à la faisabilité et à l'applicabilité. Alors ça, c'est notre credo. Les recommandations doivent pouvoir être applicables en pratique. Transparence, effectivement, ça a été dit, sur les conflits d'intérêts. Nous avons tous des conflits d'intérêts, et ça n'est pas que l'argent, les conflits d'intérêts, c'est aussi notre façon de considérer les patients, de considérer la vie, de considérer le fonctionnement psychique. Il faut que ce soit explicite, et il n'y a aucune honte à ça. Un consensus professionnel lorsque les données ont été insuffisantes, ça a été dit l'argabanu. Alors, une méthode proportionnée aux moyens réels, c'est qu'effectivement, nous sommes une société savante, nous ne sommes pas la HAS, nous n'avons pas les moyens financiers et humains de la HAS, mais ça a été dit aussi, nous avons des alternatives aujourd'hui. Il y a des intelligences artificielles qui permettent de façon extraordinaire de simplifier le travail qui était un peu bureaucratique, en particulier toutes les revues de la littérature. Ça a été dit par Francis, aujourd'hui, il y a des outils vraiment spécifiques de revues de la littérature avec des IA qui sont ultra performants, et même peut-être plus performants que ce qui était avant. Alors, les recommandations, ça vient des données, de la faisabilité, de l'expérience clinique et de l'expérience des usagers, naturellement. Voilà, c'est une évidence. Alors, il y a des gradations, ça, je pense que tout le monde, ça a été dit par Francis tout à l'heure, c'est une réalité.
si l'on met de côté la question du niveau de preuve, qui est une question épistémologique à part entière, il y a quand même des niveaux de recommandation qui font qu'il y a des choses que l'on peut dire et que l'on peut affirmer. Il y a des choses pour lesquelles on est bien obligé de constater que l'on ne sait pas grand-chose. La prescription d'un traitement médicamenteux pour un patient qui a un trouble borderline, eh bien aujourd'hui, je suis bien embêté pour dire avec un niveau de preuve élevé quel est le traitement qu'il faut utiliser, alors que ce sont des traitements médicamenteux et qu'on devrait pouvoir répondre à cette question. Donc un gradient de recommandation, bien sûr. Alors, comment on va faire? Eh bien d'abord, à la base, il va y avoir un appel à idées, et ça, on va profiter du fait que nous sommes une société savante avec des membres, et ça ne va pas être forcément au conseil d'administration ou au conseil scientifique de décider des thèmes. Nous allons demander à nos sociétaires de proposer des thèmes pour lesquels les recommandations seraient les plus urgentes, et puis après, il y aura priorisation, cadrage, focalisation. Alors, comment ça va se passer en pratique? C'est ce que je disais, c'est ce que nous proposons. D'abord, un appel à nos membres. Après, toutes ces propositions vont être étudiées par le conseil scientifique. C'est vraiment typiquement son travail pour essayer de voir quels sont les questionnements pour lesquels on est susceptible d'avoir des datas relativement à la pertinence de la question posée. Après, bien sûr, ça sera au conseil d'administration de prioriser et d'avoir un choix politique. Mais c'est pour ça qu'il est élu, un choix politique pour dire c'est ça notre priorité. Alors après, il va y avoir le cœur du travail qui est classiquement décomposé en deux structures, et ça c'est aussi une espèce de consensus dans la littérature internationale, un comité de pilotage et deux, un groupe de travail. Alors ça fait un peu bureaucratique, je vous l'accorde, ça fait un peu usine à gaz, mais de notre côté, on est aussi un peu tenu par proposer une méthodologie qui est conforme à ce qui est fait un peu partout. Alors ça s'entend, si vous voulez, le comité de pilotage, c'est une espèce de noyau qui, au sein de la SFPADA, sera responsable des recommandations. Donc ça sera un noyau un peu stable dans le temps. Alors je dis un peu parce que bien sûr, il y aura des membres qui dépendront de chacune des thématiques retenues. Donc ça sera un noyau avec un ou plusieurs méthodologistes, possiblement en dehors de la SFPADA, et puis des collègues cliniciens, des représentants de parents, qui décident sur le moyen terme de s'engager dans la question des recommandations et qui garantiront sur le temps semi-long une espèce d'homogénéité dans le travail. Alors que le groupe de travail, lui, il est fait pour chaque recommandation. Ça va être des collègues plutôt spécialistes sur la question posée qui vont travailler sur le recueil de la littérature internationale, son analyse, sa critique et sa synthèse. Alors bien sûr, ça a été dit aussi, un point crucial là-dedans, c'est la transparence sur le choix des experts qui vont conduire à la rédaction et à l'interprétation des données. Et c'est là d'ailleurs que l'on peut être parfois un peu en tension avec, disons-le, ce qui passe à la haute autorité en santé, où le choix des experts, enfin je me permets de dire ça parce que j'ai des exemples en tête et il y en a dans cette salle, où parfois des experts reconnus de façon internationale dans un domaine sont sciemment non invités pour participer à ces recommandations parce que leur façon de penser n'est pas conforme à ce que l'on attend d'eux. Je vois des hochements de tête à droite et à gauche. Voilà, et ça, je considère que ça n'est pas bien. Ou alors on l'écrit et on dit « nous n'avons pas invité monsieur machin parce que nous pensons que… » Voilà. Et donc nous tenterons d'être transparents sur le choix de nos experts. Alors d'abord, nous avons un minimum de légitimité là-dessus. Nous sommes une société savante. Les professionnels, au sens très large, peuvent y adhérer. Et après, il y a des structures qui sont élues et donc qui représentent de façon démocratique la base de nos sociétaires. Et puis, nous prendrons responsabilité pour savoir échantillonner le groupe de travail en fonction de ce que nous pensons d'être une hétérogénéité salutaire dans le point de vue des uns et des autres. Voilà. Alors, la revue de la littérature, ça a été dit précédemment. Là aussi, l'IA sera indispensable. Et bien sûr qu'il faut qu'elle soit supervisée. C'est-à-dire il faut être capable de digérer et de faire une synthèse de l'ensemble. Or, qui dit synthèse dit forcément possibilité d'un biais.
Et là aussi, la transparence est un mot-clé. Alors, quand les données sont insuffisantes, le consensus formalisé, ça a été dit aussi, et on ne va pas réinventer la poudre avec la méthode Delphi, qui effectivement, aujourd'hui, est quand même beaucoup plus facile à utiliser que précédemment, et qui en pratique, conduit à des résultats qui sont en fait assez fiables. Alors, là aussi, un choix méthodologique, c'est de dire, en fait, et ça, nous l'avons vu avec les travaux que l'on a réalisés les 2 années précédentes et qui ont été présentés ici les 23 avril 2025 et 2024, l'offre de soins pédopsychiatriques en France est massivement hétérogène. Il y a des régions urbaines, des centres hospitaliers universitaires dans lesquels l'offre de soins est beaucoup mieux dimensionnée que dans des départements français, je pense à l'Eure, je pense au Lot-et-Garonne, où nous avons eu des entretiens avec des collègues qui nous montrent que les ressources en soins qu'ils ont sont comparables à ce qui se passe dans un pays en guerre. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons écrit dans notre document l'année dernière. Et donc, forcément, on doit pouvoir décliner des recommandations en fonction de l'offre de soins locale. C'est ce qu'on appelle du pragmatisme. Alors, je sais bien que ça n'est pas conforme à une logique qui va habiter l'institution dans laquelle nous sommes hébergés aujourd'hui, où l'on envisage un soin universel qui soit le même pour tout le monde. Dans l'idéal, c'est parfait. D'ailleurs, la sectorisation y participe. Mais dans la réalité, tous les intersecteurs de psychiatrie infanto-juvénile ne sont pas logés à la même adresse. Voilà. Alors, la validation, ça a été dit aussi. Oui, il faut une validation externe par des professionnels et par des usagers et des familles. Bien sûr, avec des documents longs, des documents synthétiques pour que la communication puisse être facilitée. Et c'était ma dernière diapositive. Donc, il faut de la rigueur pour être crédible, de la transparence pour être discutable et du pragmatisme pour être appliqué. Et donc, je vais vous remercier pour votre attention et nous avons beaucoup de temps pour pouvoir échanger ensemble. Et donc, on a besoin de votre retour par rapport à nos 3 présentations de ce matin. À vous la parole.